Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer dans votre émission COVID-19. À vos questions ce soir, nous allons devoir passer au pain fait ce thème. Quel impact sur la santé morale du travailleur? Et comme invité déjà en plateau, docteur Francis Soukouna Dadjo, médecin du travail. Bonsoir docteur. Bonsoir Mathieu. Alors, le monde entier passe depuis fin décembre jusqu'à ce mois de septembre 2020 cette pandémie à coronavirus, et dans la foulée on a assisté à des restrictions, des mesures qui ont été prises pour mieux contenir le mal dans tout son ensemble, en temps confinement et autres. Et c'est là forcément un impact sur le quotidien de tout travailleur dans l'exercice de son métier chaque jour que le bon Dieu fait. D'une façon beaucoup plus holistique, quand on parle bien sûr d'impact, d'abord, il existe quel genre type d'impact d'abord? Alors, on a les impacts sur le travailleur lui-même. Oui. Les impacts sur l'entreprise où il exerce et les impacts sur la société. Oui. Voilà. Donc, on peut avoir ces impacts-là. Sur le travailleur. Les tombées négatives qu'on peut avoir. Oui, on va aller pas à pas sur le travailleur. Alors, sur le travail, vous savez que la pandémie à coronavirus qui sévit dans le monde entier n'a pas épargné donc le monde du travail. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité qu'on observe. Ce monde du travail subit de plein fouet les effets de la crise économique. Et cette crise économique qui résulte donc de cette maladie, avec ses conséquences, va compliquer un certain nombre d'aspects au niveau du monde du travail. Et si nous prenons les travailleurs, il y a des travailleurs dans l'entreprise qui sont des travailleurs vulnérables déjà, dont l'état de santé n'était pas au beau fixe. Mais cette même crise peut créer des problèmes de santé sur des groupes vulnérables, des groupes à portée d'elle, qui vont avoir des effets donc sur la santé du travailleur. Alors, chez ces groupes qui présentaient déjà des maladies, on aura des complications de ces maladies. Et chez ces travailleurs qui ne présentaient pas de maladies, on va avoir donc des effets sur sa santé. Voilà donc un peu le processus qui nous amène vers l'impact sur le travailleur. Alors, la peur de contracter la maladie. Oui. La peur de contracter la maladie. Et les nouvelles formes de travail qui sont arrivées depuis l'avènement du coronavirus vont engendrer un certain nombre d'aspects chez le travailleur. La peur d'avoir une maladie va entraîner quoi? Le stress. Va entraîner l'anxiété d'attraper la maladie. Maintenant, dans le fait de la gestion de la maladie, nous sommes allés vers le confinement, nous sommes allés vers la quarantaine, donc où le travailleur est isolé. Le travailleur ne retrouve plus ceux avec qui il travaillait. Donc on a fait une nouvelle forme d'organisation. Le travailleur ne retrouve plus ses collègues. Il faut réorganiser le service dans tout son ensemble. On a réorganisé. Donc, dans la réorganisation, on a des effets sur le travailleur. Donc, ce travailleur qui ne retrouve plus ses coéquipiers, qui ne retrouve plus certains membres de sa famille, qui n'arrive plus à gérer bien ses enfants, va avoir sur lui et le stress et l'anxiété. Alors, au-delà du fait que ce travailleur va gérer ces différents aspects de sa vie, va faire face également au travail. Le travail qui le met peut-être en chômage technique. Le chômage technique, nous savons sur le plan réglementaire, c'est 2 mois. Mais nous traversons une crise qui dure près de 6 mois. Alors, donc, nous ne sommes plus dans la période légale ou la période réglementaire donc, du congé technique. Et donc, on va au-delà des aspects légaux du congé technique. Donc ça, c'est un problème aussi sur les travailleurs. Également, il y a des gens qui ont été mis en chômage technique, en chômage partiel.
en chômage partiel. C'est-à-dire, pour une même entreprise, on va avoir 3 groupes de travailleurs. Ça ne veut pas dire que pour tous ces travailleurs, on va payer le même salaire. On va peut-être, par rapport aux 3 groupes de travailleurs, on va diminuer le salaire par 3. C'est ça le chômage partiel. Alors, et le dernier aspect sur lequel le travailleur aura des effets, c'est dans les entreprises où c'est fermé totalement. L'entreprise est fermée pour crise économique et donc a déposé un bilan pour fermeture. Donc fermeture pour cause et pour crise économique, pour motif économique. Donc ce travailleur ne peut pas être le même qu'avant la crise. Donc il a des effets sur sa santé par rapport au fait qu'on a fermé, par rapport au chômage technique, par rapport au chômage partiel, par rapport à la gestion de sa famille, par rapport à la gestion de ses coéquipiers, par rapport au nouveau mode de travail qui est le télétravail chez certaines personnes qui ont toujours gardé donc le travail qu'ils apportent à la maison ou qui restent à la maison et on t'envoie le travail. Et le problème dans ce cas, c'est qu'il n'y a pas de limitation entre le temps de travail et la vie de maison. Donc on travaille tout le temps. Et ça, cette manière de travailler peut avoir des effets sur la santé mentale du travail. Alors, à de pareilles situations, que prévoient les tests? Par rapport au chômage technique, c'est 2 mois. Si nous revenons à ça, c'est 2 mois, c'est-à-dire le chômage technique, c'est 1 mois, renouvelable une fois en cas de crise économique. Donc 2 mois, on se dit qu'on peut gérer déjà à partir de 2 mois. Mais nous sommes dans une situation où la crise économique perdure depuis l'avènement du coronavirus. Et les travailleurs et les employeurs sont confrontés à cet état de fait où ils gèrent depuis plus de 4 mois, 5 mois ou 6 mois des travailleurs qui sont en congé, en chômage technique, mais la loi est restée muette là-dessus par rapport aux 4 mois. Si par exemple c'est 6 mois, aux 4 mois qui restent, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc les travailleurs ont fait comme ils peuvent. Voilà. Les travailleurs et les employeurs ont fait comme ils peuvent. Alors, au Togo, comment se présente concrètement la situation pendant cette pandémie de crise sanitaire? Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Ça, c'est pas à cacher. Il y a des entreprises qui ont fermé. Il y a des entreprises qui présentent de grandes difficultés par rapport à leurs finances. Ils ont des difficultés pour payer leurs travailleurs. Donc, ils sont obligés de fermer ou d'aller au chômage technique. Alors que le chômage technique, au jour d'aujourd'hui, est allé au-delà de ce terme légal qui est de 2 mois. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils ne savent plus comment gérer donc, ces travailleurs-là pendant ce temps de Covid-19. Donc, l'entreprise aussi est impactée par rapport à cette crise économique liée au Covid-19. Voilà. Dans pareille situation, les tests au Togo, on n'a rien prévu allant dans ce sens ou bien c'est en cas de force majeure? Ce qui est prévu au jour d'aujourd'hui, c'est ce à quoi nous avons déjà assisté, où le texte qui régit le chômage technique a dit que nous pouvons aller en chômage technique 1 mois, puis renouveler une seule fois. Mais la deuxième chose, la loi encadre la fermeture des entreprises pour cause de crise économique. Donc pour motif économique, il faut passer à l'inspection du travail, donner ton intention de fermeture et l'inspecteur du travail va aller donc dans les détails pour voir ce pourquoi tu veux fermer et si c'est valide. Donc on gère les droits légaux des travailleurs. Et puis, bon, voilà, l'entreprise sera fermée en ce moment. Maintenant, dans le cas où vous êtes dans une situation où on ne peut pas fermer, donc vous êtes obligé de faire un plan de relance de vos activités par rapport à votre activité avec l'autorisation de l'inspection du travail. Dans ce cas, que deviennent les travailleurs, les employés quand on ferme? Quand on ferme, vous savez tous, tout le monde va à la maison. Et qu'est-ce qui est fait? Maintenant, il faut se battre pour les droits légaux. Parce que la personne qui ferme, c'est qu'il a des difficultés. Il a des difficultés, des problèmes de trésorerie pour gérer les salaires. Les salaires qui représentent peut-être
le dixième des droits légaux en cas de fermeture. Vous voyez? C'est vrai qu'on va prendre en compte un certain nombre d'actifs par rapport à l'entreprise pour pouvoir gérer les droits des travailleurs, mais habituellement, il faut un réinvestissement pour pouvoir gérer ces cas-là. Alors quand on sait que la personne, enfin l'entreprise n'a pas les moyens pour peut-être payer les salaires, ça et là, on ferme, est-ce qu'on aura la chance d'être peut-être indemnisé A priori, c'est ce qui est prévu. Dès qu'il y a un peu de sous pour l'entreprise, ou dès que l'activité va reprendre, c'est ceux qui étaient déjà là qui seront les prioritaires à être repris ou à être pris en charge par rapport à leurs droits légaux. Voilà. Moralement, vous savez, la peur du lendemain, la peur de la perte d'un emploi. Donc ça crée le stress sur les travailleurs. Le travailleur qui se dit que peut-être demain on peut fermer mon entreprise parce que mon employeur a des difficultés par rapport à la paye. Vous savez que c'est un homme qui est stressé. Et le stress va avoir des effets sur lui-même, sur son entourage et sur sa famille. Ça, c'est des effets psychologiques. Mais il peut avoir des effets par rapport à l'argent qu'il donne. Il n'a plus de trésorerie, il n'a plus de sous pour pouvoir s'occuper de sa famille. Donc, on tombe dans la précarité, on tombe dans la pauvreté. Et malheureusement, c'est des situations qui ne sont pas loin de nous, que nous pouvons voir ça et là, par rapport à la crise qui est liée au coronavirus. Voilà. Et quand c'est comme ça, souvent dans les pays, si nous laissons les pays africains, on très souvent prendre des exemples sur les pays dits développés, évolués, qu'est-ce qui est fait? Là, vous savez que par exemple, pour les pays développés, on paye les chômeurs. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Les chômeurs sont payés. C'est vrai qu'ils ont aussi des difficultés de trésorerie. C'est pas que c'est exclu, la crise est partout. Et les travailleurs dans ces pays dits développés bénéficient quand même de quelque chose qui peut quand même leur permettre de vivre et de supporter leur famille. Donc vous voyez, un travailleur qui perd son emploi est automatiquement chômeur. Et chômeur, tu prends quelques sous pour pouvoir te gérer. Alors que dans nos différents pays, ce n'est pas le cas. Alors, en mars 2020, selon une statistique publiée, plus de 25 millions d'emplois ont été perdus dans le monde lors de cette pandémie. Par le BIT. Oui. Par le BIT dû au coronavirus. Oui. Donc, tous ces aspects que je viens de citer par rapport à la crise, par rapport aux difficultés de trésorerie, par rapport au fait que les employeurs ne peuvent plus payer cette masse salariale qu'ils avaient à payer parce que leur fonds de commerce a baissé, parce qu'il y a eu des investissements dans le cadre de Covid où les gens ont payé des masques, les gens ont fait des réaménagements. Au début, les travailleurs, par rapport au réaménagement, étaient payés normalement en espérant que la crise va passer, peut-être 1 mois, 2 mois. Mais cette crise a perduré. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a toujours ces travailleurs et on est obligé de diminuer le nombre ou de faire un chômage partiel, de réorganiser pour avoir plusieurs groupes et on va leur payer un peu par rapport à cette activité. Et puisque l'argent qui devait servir à l'investissement, au développement de l'activité, a servi pour les équipements de protection individuelle, pour les mesures barrières que nous avons tous suivies. Et si nous prenons par exemple dans une entreprise où on est confronté à ce genre de problème, de situation, s'il faut réorganiser le service dans tout son ensemble, comment ça se fait la définition des nouveaux salaires, celle-là, comment ça se passe très souvent? Vous qui êtes bien sûr du domaine, comment vous gérez ces genres de situations? En fait, au jour d'aujourd'hui, on ne définit plus les salaires en disant qu'on fait une réorganisation. Avant de redéfinir, toucher les salaires, soit vous êtes dans un processus, soit de licenciement pour motif économique, ou de chômage partiel. Chômage partiel, donc vous mettez les gens en congé technique. Mais si l'activité est maintenue, pour le même travail, on doit payer le même salaire.
Donc si l'activité est diminuée, donc on va dans le cadre du chômage technique, où on va réduire le nombre de travailleurs parce que l'activité a diminué. Et en ce moment, malheureusement, la loi est restée muette là-dessus. Les gens peuvent payer la moitié du salaire, les gens peuvent payer le tiers du salaire. Ou dans certains cas où les travailleurs sont... l'employeur est un peu bien assis avec des rangs solides, peut payer la totalité du salaire. Mais nous savons que ce n'est pas une situation qui se retrouve tout le temps. Voilà. Et ces genres de situations, vous les avez eu à traiter lors de cette pandémie à coronavirus? L'inspection du travail a traité beaucoup de cas liés aux difficultés économiques des entreprises. Beaucoup de cas. Je ne pourrais pas vous donner des statistiques sur ce plateau, mais ce qui est sûr, l'inspection du travail a eu à gérer. Vous savez que au début de la crise, il y avait une structure qui avait déjà licencié plein de gens sans passer par le processus normal. Donc ce problème est venu à l'inspection du travail. Déjà cet exemple est là, où on a quand même redit la loi par rapport à tout ce qui doit être fait. Et dans cette foulée, au fur et à mesure que la crise devenait de plus en plus accrue, il y a eu également d'autres structures qui ont présenté ces mêmes difficultés et qui sont passées par la voie légale et dire à l'inspection du travail que voilà le problème qui se pose à nous par rapport à nos trésoreries, par rapport à la gestion des travailleurs et par rapport à la gestion de la crise. Voilà ce que nous devons faire. Et on regarde dedans et puis on dit bon, voilà, on peut vous accompagner dans ce sens, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire ceci, mais en espérant que la crise va s'arrêter ou que la situation va se stabiliser et que l'activité reprenne de plus belle. Voilà le problème qui se pose. Alors, très souvent, c'est les privés qui sont confrontés à ce genre de situations. Ce n'est pas seulement les privés. Mais ça se sent aussi dans l'État. On a vu par exemple dans le cas togolais, les salaires continuent par tomber. Bien sûr. Chaque fin du mois, il n'y a aucune... Donc c'est une situation où on doit féliciter le gouvernement. Parce que l'État aussi a de nombreuses heures perdues par rapport au réaménagement des heures de travail. Vous savez qu'on a travaillé de 9h à 16h dans ce pays. C'est un manque à gagner. Si vous retrouvez le nombre de travailleurs et le nombre de temps perdu pour cause de Covid, c'est beaucoup de sous à gagner par rapport à l'État. Mais étant donné que l'État peut se gérer, l'État, c'est des prévisions. Vous savez qu'on a, dans certains cas, diminué les allocations budgétaires par rapport à certains services. Certains services qui n'étaient pas essentiels ont dû arrêter. Donc l'État aussi est affecté par la crise. Et c'est l'État qui doit pouvoir aider les autres entreprises. L'État doit faire des subventions, l'État doit accompagner les différentes structures pour se remonter. Les entreprises dans le privé ont été accompagnées dans ce sens? Oui, je peux dire oui, parce que moi j'ai suivi par exemple le Premier ministre la dernière fois, ce qu'il a dit. Je me dis qu'il y a déjà les bases pour pouvoir suivre ces entreprises, pour pouvoir les accompagner. Où on dit, on a donné des instructions fermes au ministre de l'économie et des finances pour l'accompagnement par rapport au plafonnement des crédits que les différentes structures peuvent demander. Vous voyez? Donc, sûrement qu'il y a des critères qui vont pouvoir aider ou autoriser les gens à faire donc, ces crédits. Mais on ne limite plus dans le cadre où on veut les aider à juguler la crise qui nous terrasse tous. Que ce soit le secteur privé, que ce soit le secteur public, il y a des effets sur les travailleurs, il y a des effets sur le travail lui-même, sur l'entreprise, donc qui peut être dans certains cas dans le public, l'État, et sur la société. Vous savez que ça se répercute dans tous les secteurs de notre vie. L'hôtellerie, la culture, le commerce, l'industrie, tout est impacté par coronavirus. Et ceux qui travaillent au jour le jour, comment ils peuvent s'en sortir? Voilà. Si nous prenons ceux-là qui vendent souvent
au bord des voies les soirs. Bon, entre-temps, il y avait Novici qui finalement... Vous savez que la situation est de plus en plus difficile pour tout le monde. Vous vendez pour manger. Vous vendez et vous mangez. Mais si vous n'avez pas vendu, comment est-ce que vous pouvez manger? Donc c'est des difficultés. C'est des difficultés réelles qui existent. Donc, au moins on se dit que il faudrait que les gens puissent respecter ce qu'il y a à respecter, donc les mesures barrières, pour qu'on puisse passer cette étape rapidement et souffler. Parce que si la crise doit perdurer, nous allons mourir de faim que de coronavirus. C'est ça qui se pose comme problème chez nous aujourd'hui. Nous allons mourir de crise économique que de coronavirus. Donc il faudrait qu'on puisse aller dans le sens où il faut quand même qu'on respecte donc Au niveau du Bureau international du travail, BIT, qu'est-ce qui est fait? Alors, je l'annonçais en disant que le BIT avait déjà fait un état des lieux par rapport au monde du travail, où on avait déterminé près de 25 millions d'emplois perdus par rapport à la crise. Le BIT accompagne déjà les États, parce que moi je peux parler du cas de notre ministère. Le BIT accompagne pour aller analyser, donc il y a eu ce travail qui a été déjà fait, pour analyser le dispositif de sécurité santé au travail dans les entreprises. Donc ça, ce travail est passé. Et le BIT a également, avec l'appui du gouvernement, financé la mise en place d'un auto-questionnaire des employeurs, un auto-questionnaire pour voir quelle est la situation donc, de la crise dans l'entreprise. Et puis, un deuxième outil qui a été mis en place, qui a été déjà, je crois, validé par les partenaires sociaux avec l'inspection du travail, où on est allé mettre sur pied un outil de contrôle donc, dans les entreprises pour voir qu'est-ce qui est fait par rapport à la sécurité santé au travail, donc, y compris le coronavirus, pour pouvoir faire des recommandations. Et ça, c'est l'appui du BIT, donc avec le gouvernement. Ça, c'est déjà fait. Donc, l'auto-questionnaire est disponible, l'outil de contrôle aussi est disponible. Et par le passé, les activités de contrôle ont été faites avec l'appui du BIT. Quand on sait que les gens sont licenciés, ils sont en chômage, diligenter ces études-là jusqu'à quand et puis trouver des solutions quand on se demande... C'est important qu'on puisse passer à ça. Si on ne fait pas l'état des lieux, on ne pourra pas prendre des résolutions. Puisqu'on a celui des dents. Oui, il faut qu'on fasse l'état des lieux, qu'on puisse faire les contrôles, qu'on puisse vérifier ce qui est fait réellement. Parce qu'on dit aux gens, vous allez dans une entreprise au jour d'aujourd'hui, on dit qu'il faut mettre en place un dispositif lave-main. Mais si ce dispositif n'existe pas, comment vous pensez que la crise peut s'arrêter? Puisque c'est de là que ça vient. Donc il faut qu'on sache si les gens mettent en place ce qu'il y a à mettre en place. Est-ce que les gens le respectent? Est-ce qu'il y a un organe qui permet de contrôler pour voir que ce qu'on a mis en place est aussi suivi? Et là, en ce moment, les appuis, ça va être encourageant pour ceux qui appuient, ça va être encourageant pour ceux qui accompagnent de pouvoir mettre la main pour qu'on puisse sortir rapidement de cette crise-là. Alors, une crise qui appelle à plusieurs têtes qui s'y connaissent, bien sûr, dans le domaine, à de pareilles situations. Est-ce que les syndicalistes sont souvent appelés à mener des discussions, celles-là pour trouver une solution? Si, par exemple, dans une entreprise, on procède à des licenciements en nombre. Les représentants des travailleurs sont là. Vous savez que au jour d'aujourd'hui, on ne peut rien faire dans le monde du travail sans le tripartisme. Ce n'est pas possible. On ne peut rien faire sans le tripartisme. Un texte que vous devez prendre, il doit passer par la voie du tripartisme. Des discussions que vous menez, vous devez les faire dans le cadre du tripartisme. Donc ça se fait comme ça. Quand je parle des outils qui sont mis en place, c'est avec les responsables des chambres et métiers, les travailleurs et l'inspection du travail. Donc si ce document est validé par ces trois instances, ça va passer donc à l'organe qui légifère, qui est l'Assemblée nationale. Donc
on est obligé de passer par le tripartisme. Et dans l'entreprise, quand vous êtes 11 travailleurs déjà dans l'entreprise, vous devez avoir un représentant du personnel, vous devez avoir un délégué du personnel. Et dans certaines entreprises, on n'en a pas. Oui, ça c'est hors la loi, c'est des structures où les gens ne respectent pas. Sinon, le texte est là. Ceux qui ne respectent pas, ils ne sont pas dans le droit chemin. Et il arrivera un moment, c'est vrai que nous sommes au jour d'aujourd'hui, dans le sens où nous accompagnons, nous faisons des conseils, et on est toujours dans ce sens-là où on va accompagner et faire des conseils. Mais il y aura des moments où l'État va dire, on arrête ça, il faut sévir. Et donc, les employeurs indélicats et les travailleurs indélicats seront pris sous le coup de la loi. Et en ce moment, on ne va pas dire que on triche quelqu'un, mais c'est que les gens n'ont pas respecté la loi. Donc, les textes existent, il faudrait qu'on puisse faire avec les textes. C'est ça. Hein? Quand il n'y a pas de problème, on avance. On se dit que, j'ai toujours donné cet exemple. Vous prenez une bonne chez vous, vous ne la déclarez pas à la Caisse nationale de sécurité sociale. Quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On avance. Donc on doit la déclarer, hein? Bien sûr. Les tests l'ont prévu. C'est ça. Un travailleur, même les travailleurs domestiques, doivent être déclarés. Donc maintenant, quand il se pose un problème... Mais apparemment, vous n'en parlez pas vraiment. Non, au jour d'aujourd'hui... une bonne ou un travailleur domestique, hein, en Afrique surtout. Tous les outils que nous avons faits, nous avons mis en place au jour d'aujourd'hui, auto-évaluation, ont tenu compte du secteur informel, du travailleur indépendant. On a tenu compte de tout ça. C'est vrai que, oui, il n'y a pas beaucoup de, disons, de communication autour, mais le travail est fait et ça va se faire avec le temps. C'est important. On est dedans. C'est important. Donc, au jour d'aujourd'hui, le secteur informel n'est pas oublié. Tout ce qu'on fait par rapport à l'inspection du travail, il y a même eu le projet gouvernance, hein, du BIT. C'est le BIT qui a financé ce projet gouvernance, où on a formé les inspecteurs à aller dans le secteur informel pour voir les particularités du secteur informel. Ça s'est fait pour les petites unités, quincailleries et autres commerces. Ça s'est fait aussi pour les grandes structures, ou ceux qui sont dans les BTP, dans l'hôtellerie et autres. Donc, il y a ça qui est fait, et ça, c'est à encourager. Parce que c'est vrai que les résultats, on attend que les résultats soient rapides, comme, un miracle, mais nous sommes des hommes, on doit aller mollo mollo pour arriver à des situations concrètes où nous tirons le bénéfice des outils que nous avons mis en place. Voilà. Parfait. Donc la situation, si on la prend comme ça aujourd'hui, au Togo, on dénombre pas mal d'emplois perdus dans le cadre, bien sûr, de cette maladie à coronavirus inscrit à travers le monde entier. Et finalement, le lendemain, après Corona, quel sera le sort de ces gens-là qui ont été licenciés, laissés au carreau, ça et là? Si c'est pour cause, comme on le dit, de coronavirus, où la situation était difficile pour l'employeur, quand la situation va se rétablir, les prioritaires seront ceux qui ont été laissés. On ne va pas chercher d'autres personnes. Normalement, c'est la situation qui... on sait comment ça se passe très souvent. Hein? On sait comment ça se passe, mais on doit le faire dans le respect strict de la loi. Il y a une société, bon, dont tel nom qui, dès le début, a procédé ce problème est en train d'être géré. Oui, c'est une société parmi tant d'autres. Il y a peut-être d'autres qui l'ont fait. Sans qu'on ne le sache. Oui, sans qu'on ne le sache vraiment. Ça, c'est un problème. Je crois qu'il faudrait donner plus. Peut-être qu'on attend juste ce moment-là pour se débarrasser des employés, ça et là. Et finalement, on se dit, bon, après Corona, on va il y aura des situations où ces travailleurs, ces employeurs indélicats, on pourrait être pris sous le coup de la loi par rapport à la crise que nous traversons. Je reviens sur ma question. Le lendemain de Corona. Le lendemain de Corona, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va être fait? Je me dis que si les conditions redeviennent normales, on revient à la normale. On va reprendre notre activité. Et par rapport à l'activité, on avait besoin de 10 travailleurs pour faire ce travail. Ces travailleurs vont revenir. Maintenant, si un employeur laisse les priorités, c'est ce qui était dans l'emploi.
et qui sont partis pour difficulté de trésorerie. C'est eux qu'on va reprendre, premièrement, c'est ce que la loi prévoit. C'est le travailleur qui était là, dans l'emploi, qui a été laissé pour difficulté, qui revient dans son emploi. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, si ces employeurs recrutent d'autres personnes, ils sont sous le coup de la loi. Ce n'est pas normal en ce moment. Voilà, donc le lendemain de Corona, on va panser nos plaies et on revient à la situation plus ou moins normale. Plus ou moins normale qu'on avait perdue à cause de la crise. Est-ce que l'ancien nouveau, en fait, l'employé sera obligé de composer encore de dossiers où c'est l'entreprise qui lui fera tout simplement appel? Vous savez que quand vous êtes déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale pour une protection sociale, pour la sécurité sociale, vous êtes là avec le même numéro. On n'a plus besoin de vous refaire d'autres formalités pour ça. Quand vous avez été embauché pour ça dans une entreprise, vous gardez le même numéro. Quand vous changez même d'entreprise, vous changez d'employeur, c'est l'employeur qui fait les formalités, mais vous gardez votre numéro. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Vous gardez le même numéro. Oui. Donc, on va mettre bout à bout les temps de travail que vous avez fait depuis que vous êtes employé dans une entreprise ou dans plusieurs entreprises. Voilà. Donc, on ne va plus redemander aux gens de refaire toutes ces formalités. Les numéros sont là. Si vous êtes déclaré, on continue avec... Maintenant, au sein de l'entreprise elle-même, oui. Comment ça va être géré? Par rapport à la sécurité sociale, au retour de l'employé. Vous revenez, vous reprenez votre emploi. Tout simplement? C'est tout simple. Mais si l'employeur vous dit, mais attendez... Mais c'est lui qui vous fait appel. Et c'est par rapport à ce qu'on prévoit qu'on puisse reprendre ceux qui étaient là avant de passer à d'autres nouvelles personnes. C'est lui qui vous fait appel. Vous ne savez pas que vous rentrez dans l'entreprise pour dire, bon, j'étais là et puis je ne commence pas à travailler. Il faudrait qu'il y ait quand même un consensus avec l'employeur pour dire, voilà, nous voulons reprendre l'activité, nous reprenons avec ceux qui étaient là. Et ça continue. Au cas où? Au cas où ça ne marche pas, je crois que ceux qui disent la loi vont le dire. L'inspection du travail. On a comme l'impression que l'inspection du travail a de pareilles situations, peine un peu à couper la poire en deux. Ça peut être l'impression qu'on a. On a tendance à dire que bon, il y a souvent cette affaire de dessous des tables qui fait que les dossiers traînent des mois, sinon des années durant. Et finalement, l'employé se dit, bon, le mieux c'est d'aller trouver mieux ailleurs et refaire sa vie professionnellement parlant. Normalement, ce n'est pas le cas. On a plusieurs cas, hein? Non, c'est que habituellement, certains travailleurs ne connaissent pas leurs droits. C'est tout. Si vous pensez que votre problème a mal géré par rapport à une situation, je crois qu'il y a des instances successives dans la gestion de ces crises-là, dans la gestion de ces problèmes de relations de travail, pour pouvoir arriver à ce que justice soit faite. Si l'inspection du travail n'est pas bien réglée, il y a le tribunal du travail. Mais habituellement, je me dis que c'est parce que les gens ne connaissent pas leurs droits que ça piétine. Il faut toujours faire un rappel à l'ordre pour que tout se règle correctement. Est-ce qu'on peut sauter des étapes, quitter l'inspection du travail et aller au tribunal du travail? Oui, vous pouvez aller directement au tribunal du travail. Mais sauf que... Là, il faut prendre un avocat et tout ça là. Sauf que... Et eux aussi, c'est les moyens. Hein? Oui, il faut... Partout, c'est les moyens. Chacun doit vivre de son travail. L'avocat ne peut pas travailler. L'avocat ou le médecin ou quiconque ne peut travailler. Puisque le monsieur a déjà perdu son boulot, inutilement. Il se voit un peu frustré. Oui. Maintenant, il n'y a pas un commis d'office à de pareilles situations? Oui, je crois que peut-être, je ne sais pas, mais je crois que la justice peut pouvoir, par rapport à ces travailleurs qui... Je crois qu'au tribunal du travail, il y a ce processus, ce système qu'on appelle assesseurs, qui sont des collègues travailleurs qui siègent par rapport à des situations comme ça. Donc, je crois que la législation a tenu compte de ces différents aspects pour pouvoir aider les travailleurs qui ont perdu déjà leur emploi à pouvoir venir à bout de leurs problèmes avec des situations qui ne sont pas très reluisantes par rapport aux finances, quoi. Dans la sous-région,
Par exemple, comment se présente la situation en matière de, enfin, ceux qui ont perdu leur boulot et c'est comme ça. Vous avez quand même une idée? Moi, je me dis que l'Afrique, c'est l'Afrique. Ce qui se passe au Togo, c'est ce qui se passe ailleurs. Hein. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, peut-être à des degrés différents, mais c'est le même, c'est la même physionomie qu'on retrouve, que ce soit dans les pays. Peut-être il y aura une différence entre le système anglo-saxon et le système français. Mais sinon, dans les pays de la sous-région, nous sommes dans un même système et nous évoluons dans ce sens-là. Voilà. Alors, quand on parle souvent de ce genre de situation, l'accent est mis très souvent sur les villes principales. Je veux nommer par exemple Lomé ou Palimé, où bon, on peut facilement aller voir un inspecteur de travail. Mais dans les milieux un peu reculés, celui qui, durant des années, qui à 95 a eu sa maîtrise et difficilement il a gagné le boulot en 2005 ou 2010, est-ce qu'il sera encore tenté de mener ce genre de... Il se dira, mais bon... Oui, mais ce n'est pas seulement le mec qui a l'inspection du travail. Hein. Oui, je le sais. Dans toutes les, j'avais déjà dit ça, dans toutes les préfectures, pratiquement toutes les préfectures, nous avons un système d'inspection du travail. En matière de traitement de cette dossier-là. Non, mais c'est la même formation que ces gens ont reçue. Oui, donc, la même formation, mais ce n'est pas la même tête. Non, on ne peut, si on fait ça, ça veut dire qu'on ne pourra pas mettre d'autres personnes ou bien des gens qui ont fait la même formation à des postes différents. Il faut qu'on ait la structure avec la personne qui gère la structure. Donc, un inspecteur qui est à Kara, à Niamtougou, ou à Mango, ou à Saint-Cassé, a eu la même formation que celui qui est à Lomé. Donc, il doit pouvoir trancher les conflits ou régler les conflits comme celui qui a Lomé le règle. Il y a des gens qui sont sortis les mêmes années, qui se retrouvent donc dans des préfectures un peu, comme tu le dis, à l'intérieur du pays, mais qui ont fait la même formation que ceux qui sont à Lomé. Donc, il va de soi qu'on puisse dire la même... Parce que c'est un texte que nous suivons. C'est le Code du travail. C'est la convention collective. C'est la convention collective interprofessionnelle et les autres documents, traités ou conventions que ces gens-là, ces corps de fonctionnaires utilisent. Donc, on ne peut pas dire que parce que c'est à l'intérieur et c'est parce que c'est une autre personne que il ne peut pas donner un avis. Si on ne vous donne pas l'avis, vous pensez que le droit n'a pas été dit, vous pouvez réclamer, vous pouvez aller plus loin. Il y a un directeur, un inspecteur préfectoral, il y a un directeur régional. C'est comme ça, c'est structuré. Il y a l'inspecteur préfectoral et il y a la direction régionale du travail. Ils font le compte rendu à qui? Les directeurs régionaux vont faire compte rendu au directeur général du travail. Donc, c'est organisé de telle manière qu'on puisse quand même, si le problème n'est pas réglé au niveau préfectoral, on monte vers la région pour voir vraiment comment on peut dire le droit. Donc, je me dis que pour le Togo, depuis quand même une dizaine d'années, les systèmes d'inspection du travail ont évolué et on retrouve au moins un service d'inspection donc vers toutes les contrées, même celles qui sont les plus reculées. Parfait. Docteur Francis Soukouna Dadjo, on va jeter un coup d'œil sur les chiffres qui ont été publiés hier au Togo. Le 22 septembre 2020 au Togo, il faut dire que sur 995 tests réalisés, on a eu à détecter 14 cas positifs pour 16 guéris, 0 décès. Et les statistiques présentées ce jour, je veux bien sûr parler du 22 septembre 2020, se présentent comme suit. On a 352 cas actifs pour 1290 cas guéris, 41 décès, 1683 cas confirmés au total pour 84 623 nombre total de tests effectués. Voilà un peu, il faut dire quand même que ces derniers temps, les cas positifs détectés chutent peu à peu.
Évolution Ce naturelle. qui veut dire qu'il y a quand même, au lieu de dire que les gens respectent plus ou moins Oui, mais les c'est parce mesures que barrières et c'est autres. parce que on a corsé les mesures. Vous savez qu'on a corsé les mesures. On est obligé d'aller un peu par la manière forte pour que ça puisse, pour infléchir la courbe. Vous voyez ce qui s'est passé en juillet et août. C'était quand même regrettable où les chiffres étaient au-delà de 20 par jour. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que quand nous analysons les chiffres, quand vous revoyez, nous sommes à 6 mois de crise à coronavirus. Quand vous voyez le premier trimestre de cette crise-là, nous étions, disons, à la jusqu'à mi-juin, avant mi-juin, nous avions 13 décès. Avant mi-juin. Donc, avril, mai, juin. Mi-juin, nous avons 13 décès. Mais, de mi-juin, donc du 18 juillet et 18 juin à aujourd'hui, de 13 décès, nous sommes à 41. Ça fait 3 fois plus de décès. Dû au fait que pas de respect des mesures barrières, où vous savez ce qui s'est passé, où on est obligé de recadrer un certain nombre de localités pour pouvoir mieux regarder ce qui se passe. Parce que les décès, quand même, 3 fois plus de décès. C'est vrai qu'il y a beaucoup de guéris, mais le nombre de décès, quand même, c'est un peu de trop. C'est vrai qu'il y a des gens qui guérissent tout naturellement, des gens qui guérissent sous chloroquine par rapport à notre protocole, mais l'évolution en 2 fois plus, c'est-à-dire on a eu près de 26, 27, 28 cas au-dessus en 3 mois, alors que normalement on doit avoir une inflexion de ces différents chiffres macabres, que ce soit le nombre de cas actifs ou le cas de décès. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, nous constatons quand même une restabilisation des chiffres, que nous saluons d'ailleurs, et on se dit que avec les mesures là, on va quand même maintenir pour que les chiffres des cas actifs diminuent et qu'on n'enregistre plus d'autres décès. C'est déjà les vacances, peut-être un mot à l'endroit des apprenants. Très souvent, ils font de petits boulots, on les voit dans les feux tricolores et autres, pour se faire plus ou moins une santé financière. Or, nous traversons une pandémie. Il faut le faire, si vous devez le faire, il faut le faire avec précaution, dans le respect strict des mesures barrières. Vous retrouvez à des feux tricolores des enfants ou des jeunes qui ne portent pas de masque, mais qui vendent les masques. Et qui envoient leur tête dans les véhicules. Dans les véhicules. Et voulez-vous acheter un masque? Voyez. Donc c'est une situation que nous devons... C'est des situations que nous devons quand même relever et essayer de sensibiliser pour que cet état de choses ne se passe pas. Et si ça se passe comme ça, vraiment, on ne pourra pas venir à bout de la crise qui nous menace tous. On va dire un mot sur le thème d'aujourd'hui pour conclure. Alors, la crise à coronavirus a impacté durablement le monde du travail. Et ce monde du travail, étant donné que le moteur de la production est l'homme, cette crise a eu beaucoup d'effets sur la santé de cet homme-là qui est le moteur de la production. Où il est passé de chômeur technique ou chômeur partiel à quelqu'un qui a perdu son emploi. Donc il faudrait que nous appelions à notre sens de responsabilité par rapport au respect des mesures barrières. Il faut qu'on se prive un temps, il faut qu'on fasse l'effort pour un temps, et là en ce moment, on pourra jouir plus longtemps. Donc si on se garde, on respecte les mesures barrières, on fait ce qu'il faut, la crise va vite passer et nous allons retrouver donc notre entreprise qui souffre. C'est pour ça que certains sont à la maison. Donc cette entreprise qui souffre, la souffrance va rejaillir sur le travailleur, sa famille, sur l'entreprise et sur la société dans laquelle
entreprise est implantée. Donc voilà. Merci à vous, Dr Francis Soukouna Dadjo. Je rappelle bien sûr que vous êtes médecin du travail. Mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour un autre numéro de votre rendez-vous qui vous informe sur la maladie à coronavirus. Au revoir.